Alors nous voilà donc, Cédric, réunis pour parler de ces questions justement d'obéissance, de transgression, de décloisonnement. Alors c'est toujours un honneur, un bonheur pour moi, mais aussi une certaine angoisse, car nul en maths pendant 15 ans, et resté depuis, dialoguer avec quelqu'un qui a l'habitude de côtoyer ces planètes-là, ça me semble toujours absolument sidérant. Donc, ami qui avait été nul en maths, je suis de tout cœur avec vous, soyez tout cœur avec moi. Ok, vous inquiétez pas, il n'y aura pas d'interro. Ouf. Alors, j'y viens d'ailleurs à ça. Pour se construire, un enfant a besoin de l'amour de ses parents, ça va être quand même pas mal, mais il a aussi besoin de s'opposer à eux. Est-ce qu'un scientifique, un chercheur, est par nature rebelle? Rebelle d'une certaine façon, oui, je dirais. Et vous avez raison de dire qu'il y a des moments où, évidemment, on l'a tous connu quand on est parent. Il y a le moment où votre gamin, quand il a 2 ans et demi peut-être, se transforme en petit tyran avant de redevenir tout gentil, si tout va bien. Il y a l'adolescence plus tard où, là encore, il peut vous en faire voir de belles. Et on a besoin pour se construire. Le scientifique aussi, à un moment, a besoin de se rebeller, de se révolter contre quelque chose. Et j'aimerais ici faire la distinction entre les trois mots-clés qui servent à décrire cette table ronde. On a quoi? On a décloisonnement, désobéissance et transgression. Bon. Qui ont des sens un peu différents. Décloisonnement, c'est quand vous retirez un mur, une cloison, et on pense à décloisonnement comme à quelque chose de constructif. Et on peut argumenter que pour la science en général, le décloisonnement est une vertu fondamentale et que c'est, par exemple, en ce moment, en grande partie du décloisonnement que viennent les progrès technologiques les plus spectaculaires. Il y a désobéissance, il y a transgression. Transgression, c'est quand on rejette une règle, quelque chose de tacite. Désobéissance, c'est quand on rejette sa hiérarchie, son supérieur, qui a un ordre qui a été donné auquel on n'obéit pas. Donc, les deux mots sont un peu différents. En science, je dirais que presque toujours, il y a une part de transgression. Quand vous êtes un chercheur, à un moment, si vous voulez faire une belle carrière, vous êtes obligé de dépasser, d'envoyer en éclat une règle ou une idée reçue et de montrer quelque chose de complètement différent. Et comment ça s'est effectivement passé pour vous? À partir de quel moment vous avez perçu qu'il y avait un au-delà qui méritait de faire tomber une frontière? On se retrouve petit à petit, quand on est dans le tourbillon, faut prendre l'image du scientifique qui se met en marche. C'est un peu comme si un train qui avance à toute allure, c'est la recherche, et puis il faut sauter dedans. Au début, vous ne comprenez rien, et vous êtes bien obligé de faire confiance à ce qu'on vous dit. Vous subissez beaucoup d'influence, vous êtes dans un grand noir, et tout le monde est un peu une poignée à laquelle vous raccrochez une bouée. Et puis, petit à petit, quand vous gagnez de l'assurance, vous vous dites, là, ce que m'a dit le prof, là, je pense que c'est pas vrai et je vais chercher autre chose. Et c'est ce moment-là, je dirais, ça peut être quelque part dans le courant de la thèse. Dans le cours de la thèse, ça m'est arrivé. Le moment où j'ai commencé à me dire, même si mon directeur de thèse m'a dit ceci, je vais plutôt regarder ça, ça m'a l'air plus intéressant. Ou alors, il m'a demandé de faire ça, mais non, je sens qu'on pourrait le faire, c'est pas ça qu'il me faut. Si c'est juste l'instruction qui vient du patron, je vais laisser tomber ça et me concentrer sur mes propres affaires. Ça vient pendant la thèse. C'est de la désobéissance en un sens très léger, parce qu'il y a un contrat tacite pendant la thèse qui est que, surtout dans des disciplines comme mathématiques, physique, sciences dures, comme on dit, il y a un contrat tacite qui est que si vous ne résolvez pas le problème qui vous est donné, mais que vous en résolvez un autre qui est mieux, plus intéressant, ben on est très content. Donc le chemin de traverse est admis. Le chemin de traverse est admis, encouragé même. Et mon directeur de thèse, il a bien vu que à la fin, la thèse c'était une bonne thèse, très épaisse et tout ça, et que les questions centrales dans cette thèse, c'était pas celles qu'il m'avait posées. Les questions qu'il m'avait posées, sur les 2, 3, 4 questions qu'il avait posées, il y en avait une partie que j'avais résolue, une partie pas, mais ça formait qu'une partie mineure de la thèse. Les questions importantes, c'était d'autres qui étaient venues en cours de route. Et quand vous regardez les parcours des scientifiques ici et là,
très souvent arrive le moment où l'élève développe une théorie qui n'est pas exactement celle du maître, ou parfois qui va carrément à l'opposé de celle du maître. Quand tout le monde est de bonne foi, il n'y a pas de souci. Quand tout le monde est sincère, parfois il y a des grandes disputes qui se passent. Il n'y a pas longtemps, je lisais un ouvrage extraordinaire qui s'appelle L'aventure du maître, Ken Albert. Ça parle de la science française au moment de la Révolution française et de ces savants qui sont partis mesurer la méridienne, comme on disait, par là mesurer la Terre afin de trouver une unité pour définir le maître. Entre parenthèses, c'était une démarche de rupture assez radicale où on faisait table rase des centaines de milliers d'unités de longueur qui avaient été définies dans les siècles précédents. On se disait maintenant, il en faut juste une, ce sera le maître et elle sera définie à partir de la Terre. Bon, et en tout cas, dans cet ouvrage, c'est un excellent portrait de la science et des sciences mathématiques et astronomiques, en particulier de la fin du XVIIIe siècle français. Et dans tous les portraits qu'on voit, presque systématiquement, on voit que les gens sont devenus célèbres en prenant le contre-pied de ce que leur directeur avait dit, ou en observant quelque chose d'autre, ou en développant une théorie différente. Quelle est la part, effectivement, de défi? On a à l'image cette photo mondialement connue de Einstein tirant la langue. Quelle est la part d'excitation intellectuelle, de défi à dire « c'est pas comme ça que ça se passe, je vais prouver, moi, autre chose ». Est-ce une question de curiosité, d'ego? Il y a aussi, bien sûr, de l'ego, de la fierté. Moi, je vais contredire les autres. Einstein, on le sait, avait un rapport extrêmement dur par rapport à la hiérarchie. Il détestait la discipline. C'est bien raconté dans le petit ouvrage récent d'Étienne Klein, Le pays qu'habitait Albert Einstein. Et on raconte comment, gamin déjà, il était dans la rébellion. Aussi bien intellectuel qu'au sens de la désobéissance. On avait à la fois le plaisir de la transgression et le plaisir de la désobéissance. Et on le voit dans la carrière d'Einstein. Plusieurs fois, il s'est dit, je vais prendre le contre-pied. Et à coup sûr, souvent dans ces démarches, il y a une part de fierté à remettre en cause l'autorité du maître. J'aimerais évoquer un petit peu l'un de ceux qui, pour moi, est l'une des figures majeures de la transgression dans tous les sens qu'on a dit au XXe siècle. C'est l'un des héros de l'ouvrage Bande dessinée que j'ai écrit avec Edmond Baudouin, le dessinateur. D'ailleurs, il est en vente pour un prix modique juste à la sortie. Je vous laisserai calculer la TVA tout seul. Voilà. Et donc, le héros en question, c'est Léo Szilard. Peu connu, mais l'un des scientifiques marquants du XXe siècle, emblématique par ses découvertes et aussi par son parcours. Donc avec Szilard, vous avez quelqu'un qui très tôt connaît le chaos, hein, la Première Guerre mondiale, l'écroulement du régime austro-hongrois sous lequel il avait été formé. Donc c'était un juif hongrois dans une famille extrêmement cultivée, scientifique, qui est à la physicien, chimiste et puis un peu tout, qui se retrouve à faire ses études supérieures à Berlin. Là, il côtoie Einstein, il côtoie von Laue, il côtoie tout l'establishment, l'intelligentsia de l'époque. Il s'enfuit en 1933 d'Allemagne, 24 heures avant la fermeture des frontières pour les Juifs. Il se retrouve en Angleterre, en exil, si on veut. Donc vous avez déjà quelqu'un qui est habitué à fuir l'oppression. Et à Londres commence une vie d'errance dans les hôtels qu'il gardera toute sa vie. Et un jour, voit dans le journal l'interview de Ernest Rutherford, le père de la physique atomique, père de la physique nucléaire, disons, celui qui a trouvé qu'il y avait des noyaux. Et on interrogeait Rutherford sur l'énergie atomique. Professeur Rutherford, est-ce qu'on pourra extraire quelque chose de l'atome? Et Rutherford répond, peut-être parce qu'il en avait assez des questions des journalistes sur un sujet qui était très chaud, peut-être parce qu'il croyait vraiment, il dit « Ouais, mais il y a un peu d'énergie dans l'atome, mais presque rien. On ne pourra jamais rien en faire. » Et quiconque prétendrait vouloir exploiter ça serait un... Alors on a traduit ça en français par rêveur lunaire. La vraie expression, c'est moonshine talker, qui a à la fois l'idée de moonshine, la rêverie, mais aussi l'embrouille. Un moonshine talker, c'est quelqu'un qui va vous vendre sa camelote, qui fait de l'arnaqueur, voilà.
Voilà. Et il a vu ça, Szilard, et ça l'a énervé. Et il s'est dit, non, je vais prouver qu'il a tort, ce vieux crouton de Rutherford. Moi, je vais trouver qu'on peut extraire de l'énergie de l'atome. Alors, il a commencé à réfléchir, vraiment motivé. À la hongroise, hein, dans son bain chaud le matin. On sait que les Hongrois adorent les thermes, voilà. Et donc, lui aussi, dans son hôtel, sans arrêt, rien. Et puis, un jour de 1933, en traversant la rue, au moment où le feu passe au rouge, il a raconté, il a l'illumination, ce sera la réaction en chaîne. Ce mécanisme par lequel un neutron qui vient taper un atome de matière fissile casse l'atome en 2 morceaux et ce faisant émet plusieurs neutrons. Chacun des neutrons va casser un des atomes et ce qui émettra encore plusieurs neutrons, de sorte que le nombre de neutrons impliqués croît très vite. Et vous avez comme ça cette croissance exponentiellement rapide du nombre de neutrons impliqués. La réaction en chaîne, c'est le principe de la bombe atomique. Et donc, 1933, Szilard est le premier à avoir l'idée de ce que ça pourra être. Et très clairement, ce qui l'a motivé, c'est le plaisir de mettre en défaut quelqu'un qui était un peu le père, la figure tutélaire de la discipline. Et donc chez Szilard, c'est intéressant, on retrouve les 3 composantes. Hein. Décloisonnement, pour sûr. Après, il a passé sa vie à mettre les gens en relation. On le voit discutant partout, discutant d'éthologie avec Konrad Lorenz, discutant de biologie avec Jacob, partout. Il a terminé dans la biologie, d'ailleurs, dans la biologie théorique. Mais aussi, on a la transgression, le plaisir d'aller à l'encontre des règles édictées par les maîtres. Mais aussi, on a la désobéissance, et il aura une longue histoire de désobéissance. Il se fritera avec les services secrets américains, il sera suivi pendant une bonne partie de sa vie. C'était un grand pacifiste qui a organisé des tas de pétitions, de rébellions. McCarthy ne devait pas beaucoup l'apprécier. McCarthy, à l'époque, McCarthy ne l'appréciait pas. McCarthy appréciait personne qui parlait un peu trop fort. Mais il a aussi eu des débats encore plus avec un gars qui s'appelait Grove, qui était dans l'armée américaine, celui qui suivait le projet Manhattan. Ça s'est très mal passé. Et alors, ça m'amène d'ailleurs une question. Je prends quelqu'un comme Einstein, qui a effectivement permis des avancées extraordinaires. Quelques années plus tard, c'est un de ses disciples, Planck, à l'intuition des trous noirs, qu'Einstein a réfuté. Autrement dit, quelqu'un qui a osé bousculer, transgresser, quelques années plus tard, un petit jeune, il vient le challenger et il dit les trous noirs, ce n'est pas possible. Il expliqua plus tard que c'était une raison métaphysique plutôt que physique. On peut transgresser et refuser la transgression de l'autre. Parler de Planck comme disciple d'Einstein est un peu exagéré, mais disons qu'il y avait une telle influence des uns et des autres qu'Einstein faisait figure. Mais Planck était aussi une figure majeure, incontestable de la révolution quantique. Mais l'un qui avait accepté le pourquoi pas refuse le pourquoi pas d'un autre. Et vous savez, on le voit en politique, on le voit en sciences aussi. Les révolutionnaires du jour sont les dictateurs de demain et souvent ils restent trop longtemps. Et c'est clair que le Einstein... Alors Einstein, par rapport à lui-même, c'est clair, a toujours eu une démarche de remise en question et c'est sans arrêt réinterrogé. Mais souvent, il n'aimait pas la contestation et il était aussi accroché à ses propres idées. Et sur les trous noirs, il n'y a jamais cru. Il a écrit plusieurs articles pour expliquer que les trous noirs, c'était impossible. Et c'est une grande ironie de l'histoire des sciences, une jolie ironie, que finalement, la plus belle preuve de la théorie de la relativité générale, c'est l'observation récente des ondes gravitationnelles, les observations de l'écho très lointain de la collision entre 2 trous noirs. Donc à la fois une validation de la théorie des trous noirs et une validation de la relativité générale. Et bon... C'est comme ça, quand les vraies belles théories scientifiques, de toute façon, elles dépassent toujours leurs auteurs. Et la relativité générale ne fait pas exception. Tout Einstein qu'il était, il s'est fait dépasser par sa propre théorie. Est-ce qu'il y a encore des domaines aujourd'hui, en mathématiques notamment, pour lesquels vous diriez « j'aimerais bien effectivement renverser l'ordre établi » Est-ce qu'il y a encore des champs que vous aimeriez explorer? Voilà, on aimerait tellement. On aimerait tellement. Et ce qui, par exemple... il y a je vais prendre l'exemple de mon domaine, enfin physique mathématique, c'est le domaine dans lequel j'ai le plus travaillé, les équations de la physique des plasmas, les équations de la physique des gaz, et
Très souvent, là où on est le plus heureux, c'est quand on découvre quelque chose que les physiciens ont loupé. Il ne faut pas se faire d'illusions. La physique... Aller sur le territoire d'autrui. Ouais, alors avec les propres outils. Alors, il y a une bonne entente entre physique et mathématiques, et ce sont deux disciplines qui se sont influencées de manière considérable. Hein. Physique a apporté énormément d'idées à la mathématique a apporté énormément d'outils à la physique, et on s'entend bien. Mais il y a un regard un peu différent, en particulier sur la notion de certitude, et pour un physicien, une théorie qui vérifie expérimentalement autant de fois qu'on veut sera acceptée comme vraie. Pour le mathématicien, il voudra avoir quelque chose en plus et montrer que certaines choses sont fausses parfois, ou qu'il faut rajouter des hypothèses. Par exemple, l'un des résultats les plus surprenants de toute la mécanique des fluides, c'était dans les années 90 et ça a été revisité dans les années 2000. On l'appelle le paradoxe de Schaefer-Schnirelmann et ça dit ça. Prenez l'équation d'un fluide incompressible non visqueux, un fluide un peu parfait si on veut. Mêmes équations mises sur pied par Leonhard Euler au XVIIIe siècle. Il était à la fois mathématicien et physicien. Et il est possible de trouver une solution de cette équation fluide telle que le fluide, hein, l'eau si vous voulez, au départ est complètement au repos et puis se met à s'agiter spontanément sans qu'aucune force ait été exercée dessus et ensuite revient au repos. Alors évidemment, point de vue physique, c'est impossible. Et dans le monde mathématique, c'est possible. Et ça, c'est quelque chose que les physiciens n'avaient pas du tout prévu. Et ça montre que pour avoir des solutions physiquement acceptables, il faut rajouter des conditions mathématiques. C'est toujours pas clair aujourd'hui quelles sont les conditions qu'il faut rajouter. Si je comprends bien, les notions de vérité absolue et de certitude ne sont pas du tout votre tasse de thé. Ah, on aime bien. Alors, vérité absolue, les mathématiciens aiment beaucoup. Certitude, en revanche, ils n'aiment pas. Mais de temps en temps, on aime bien établir une vérité qui bouscule. Une loi est une vérité. Et une loi est une... Alors, ça dépend. Une loi, ça a plusieurs sens. Mais souvent, quand on dit loi, c'est une vérité qu'on prend comme postulat sans pouvoir la démontrer, justement. Prenez l'exemple de la seconde loi de la thermodynamique. C'est très frustrant pour un mathématicien. Oui. Alors, seconde loi de la thermodynamique, c'est une loi qui vous dit que dans un système classique, irréversible, tous les systèmes macroscopiques à notre échelle sont irréversibles, c'est un peu l'idée. L'entropie va augmenter spontanément. L'entropie, c'est cette notion de désordre qu'on trouve dans les gaz ou dans les systèmes physiques. Et ça, c'est une loi, on l'appelle seconde loi de la thermodynamique, c'est vraiment le terme loi qu'emploient aussi bien les mathématiciens que les physiciens. Et ça a été établi au cours du XIXe siècle, au moment où on lançait les principes de la thermodynamique, avec Carnot, Clausius, Joule et d'autres. Et c'était une loi, c'est-à-dire quelque chose qu'on observait empiriquement et qu'on a érigé en un postulat qu'on ne peut transgresser. Une loi, c'est un truc comme ça, vous ne le discutez pas. Après, bouleversement majeur dans l'histoire des sciences, Ludwig Boltzmann se met en tête de la démontrer, cette loi, de la transformer en un théorème, quelque chose pour lequel vous donnez une explication logique. Et il a l'idée extrêmement audacieuse que cette loi irréfutable, elle est basée en fait sur la statistique, sur une description probabiliste de la matière. Ça, c'était très audacieux et à la fin de sa vie, dans la toute fin du XIXe siècle, peut-être Boltzmann était le seul physicien à croire vraiment en ça. Et il avait convaincu quelques mathématiciens qui étaient séduits par la beauté du formalisme, mais cette idée qu'on pourrait bâtir une loi absolue sur les probabilités qui semble par nature quelque chose de pas absolu, c'était trop dur à avaler pour ses contemporains. Là, il y avait une vraie transgression et ça venait avec l'idée de remplacer une loi qu'on ne conteste pas par un théorème qui est basé sur un raisonnement. Et c'était un très gros progrès. Alors, si vous voulez bien, on va passer à une autre sphère, mais que vous connaissez bien, qui est celle de la société civile. J'ai vu que vous êtes l'un des signataires du mouvement du 9 mai en faveur de l'Europe, signé avec des personnes de tout métier, toute fonction et de tout pays. Autrement dit, vous êtes un homme engagé. Est-ce pour vous une forme de décloisonnement du scientifique qui sort de son laboratoire? Est-ce que c'est pour vous une manière d'être de ce temps et pas simplement de ce monde des maths? Peut-être. Je vais commencer par dire que
quand on regarde les scientifiques, leur réponse par rapport à la vie civile et par rapport à la vie politique varie énormément d'un scientifique à l'autre. On trouve sont plus de littéraires, non? Je fais à part peut-être des médecins, des biologistes sont plus engagés, mais les littéraires le sont davantage. Les littéraires le sont davantage à notre époque. Ça a peut-être aussi à voir avec le rapport avec le discours, la parole, qui est souvent important dans un engagement politique. Mais ça dépend des époques aussi. Et si on regarde par exemple le XVIIIe siècle, c'est le moment où il y a eu une collision très forte entre la sphère politique et la sphère scientifique. Les philosophes et mathématiciens étaient les mêmes. À cette époque, en partie, ça avait déjà commencé à diverger un peu, même si on retrouvait certaines de ces grandes figures à la fois en philosophie et en mathématiques. Mais vous prenez certains des mathématiciens qui étaient fortement impliqués dans la Révolution, dont certains étaient des proches de Napoléon. Vous prenez des gens comme Laplace ou Lagrange. Laplace très impliqué dans la vie politique, Monge très impliqué dans la vie politique, qui nous avons Chaptal, nous avons Condorcet, nous avons bien sûr Lavoisier, plus grand chimiste de son époque, fondateur de la chimie, qui est très engagé pour la Révolution et pourtant qui s'est fait guillotiner comme d'autres parce que trop riche en l'occurrence pour Lavoisier. Donc, il y a de l'Ambre, un autre aussi, qui était impliqué dans cette méridienne. Et vous les retrouvez dans l'ouvrage que je citais de Ken Alder. Et à cette époque-là, ils sont vraiment impliqués fortement dans la politique. Aujourd'hui, vous êtes peu nombreux. Aujourd'hui, on est moins nombreux. Il faut dire aussi qu'après les quelques têtes tranchées, peut-être qu'ils se sont dit, finalement, faut pas y aller trop fort. L'un de ceux qui avait mis en place le calendrier révolutionnaire et qui avait travaillé sur la refonte complète faisait partie de cela. Il y a laissé la vie. Vous savez que c'était allé très loin. La transgression de la Révolution française était allée jusque dans les habitudes. On sait qu'il y avait le calendrier révolutionnaire avec les Brumaire, Vendémiaire, tout ce que vous voulez. Mais ils étaient même allés jusqu'à refondre le décompte des heures. À un moment, ils avaient décidé qu'il y avait 10 heures dans la journée. Peut-être la mesure la plus impopulaire de toute l'histoire de la Révolution. Se mettre en tête de changer les unités aussi, ça c'était très mal accepté par la population et d'ailleurs Napoléon a abandonné cette mesure plus tard, juste avant l'invasion de la Russie, parce qu'il avait besoin de faire plaisir au peuple. Donc on a abandonné le système métrique tellement c'était un acte révolutionnaire qui était impopulaire. Je viens à des questions justement par rapport à ça, d'éducation, donc désobéir, de transgresser, décloisonner. Est-ce que les études scientifiques savent encore s'accommoder de ce qu'on appelait autrefois les humanités? Autrement dit, vous êtes invité comme aujourd'hui à témoigner, à partager un certain nombre d'opinions. Mais est-ce que les scientifiques sont entraînés au débat non scientifique? Vous êtes à l'aise dedans? Est-ce le cas de vos confrères? On est à l'aise au fur et à mesure qu'on en fait, le plus souvent. Et avant tout, le débat scientifique vous entraîne à être très affûté sur les questions de libre arbitre, à remettre en doute les choses, ça c'est certain. En revanche, il ne vous entraîne pas à argumenter dans un débat et à être bien au courant des enjeux politiques. Ça, c'est une démarche qui doit se faire indépendamment. Et c'est presque indépendant, je dirais. Les scientifiques, vous en trouvez plein qui s'engagent. Je parlais de Szilard tout à l'heure. Vous en trouvez aussi qui ne s'engagent pas du tout. Prenez un exemple comme Turing, qui est aussi dans l'ouvrage qu'on a écrit avec Baudouin. Lui, il ne se met jamais dans les débats politiques. Il a une influence, Turing, sur l'histoire géopolitique du XXe siècle considérable parce qu'il fait partie de l'équipe qui participe à l'avantage énorme des alliés, qui est le décryptage des codes secrets allemands, la machine Enigma. Donc il participe à ça. En tant que ça, c'est une histoire, l'aventure de Turing, qu'on devrait enseigner dans les cours d'histoire, tellement elle a eu un impact. Mais lui-même ne s'impliquait jamais dans le débat politique. On n'a aucune trace d'une citation, d'une opinion qu'il aurait dite. Mais sa transgression sexuelle lui a coûté très cher. Transgression sexuelle,
En revanche, transgression pour sexuelle pour l'époque. En revanche, les orientations sexuelles, souvent on ne décide pas, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui vient avec la nature, et dans le cas de Turing, ça venait très clairement avec la nature. En revanche, le fait qu'il l'assumait, le fait qu'il en parlait ouvertement, le fait qu'il le déclare spontanément à la police à un moment où on vient l'interroger pour une histoire sordide, ça c'était une attitude qui était pour l'époque une réelle transgression et qui lui a coûté cher. Ce qui m'amène d'ailleurs à poser la question de la désobéissance civique ou civile. J'ai vu que se développe aux États-Unis un kit de survie anti-Trump. Est-ce qu'à une transgression assumée d'un homme comme Donald Trump, vous pensez qu'il faut opposer une transgression symétrique ou bien opposer la raison qui va paraître peut-être un peu bien fade? Autrement dit, se pose la question de la résistance à la démocratie. C'est un débat extrêmement délicat. Évidemment, la démocratie, comme on sait, a plusieurs dangers. Un premier problème de la démocratie, c'est l'essoufflement qu'on voit partout. Au fur et à mesure que le système tourne, les gens se lassent, n'ont plus envie d'aller voter, et ainsi de suite. Et un deuxième problème, c'est le populisme. Et on le voit avec l'élection de Trump. Le fait qu'on puisse se faire élire sur un programme qui est irréalisable, truffé de mensonges et qui flatte tous les et qui surfe sur toutes les peurs. Mais ce serait de nature à remettre en cause sa légitimité pour vous? C'est un débat extrêmement délicat et c'est clair que il se pose à nous tous, ça se pose. C'est clair que dans certaines situations, quand ça va trop loin, ça se pose. Pour l'instant, rien ne dit que Trump, c'est pas clair que Trump va effectivement mettre en œuvre son programme, même si on voit qu'il a commencé à recruter quelques partisans d'une ligne extrêmement dure pour les postes de responsabilité importants. Et puis, faut voir aussi comment les choses vont se dérouler dans l'esprit. On est mal placé pour juger ici de ce qui va se passer aux États-Unis, je dirais, même si ça impacte le monde entier. Alors, pour juste faire sourire, je vais dire que Trump a apporté de façon insoupçonnée certains soulagements ici et là que j'ai pu sentir parmi mes collègues, comme un collègue hongrois qui m'écrivait il n'y a pas longtemps, qui se faisait beaucoup de soucis pour son pays, mais que finalement, quand il voit ce qui se passe aux États-Unis, il se dit que ça pourrait être pire. Et ça, c'est une attitude qui est venue un peu partout, et on va se dire, je pense, quand on voit, même si on a tous ces problèmes en France, avec la démocratie, avec le maintien de la cohésion de la société, on voit qu'aux États-Unis, c'est encore pire. On se dit, bien sûr qu'il faut agir ici et puis se battre pour maintenir la cohésion, mais on a l'impression que la situation est moins grave qu'elle est dans certains autres endroits. Et ça nous ramène au sujet que vous évoquiez tout à l'heure, appel du 9 mai, initié par Guillaume Clossat d'Europa Nova. Cet appel que j'ai signé qui appelle à un sursaut du point de vue de l'Europe, du point de vue citoyen, du point de vue institutionnel. Je suis ce qu'on appelle un fédéraliste, c'est-à-dire l'espèce en voie de disparition qui croit que l'Europe, pour s'affermir et pour continuer à jouer un rôle important au niveau mondial, a besoin de se coordonner davantage, de transférer plus de pouvoir à l'échelon fédéral et en même temps d'imposer une bien plus grande qualité de ces élites gouvernantes, et un débat qui vient de se mettre plus sur le terrain de la culture, de la coordination, du cadre de vie, du lien entre cette Europe et nous. Et pour moi, c'est important qu'il y ait ce sursaut à l'époque où l'Europe a l'impression qu'elle tombe en ruine un peu de tous les côtés, avec partout des mouvements populistes à travers toute l'Europe qui ont tendance à croître, avec le Brexit qui nous a privés d'un des pays les plus fascinants du monde, avec le modèle européen critiqué, la gouvernance européenne critiquée. Il y a besoin d'un sursaut, d'une réappropriation et de la conscience que l'Europe, c'est aussi ce que nous, on va en faire, et qu'on a besoin de l'engagement de tout le monde et surtout pas déléguer ça en disant juste ça ne marche pas. Et ça, c'est un jeu auquel ont joué depuis trop longtemps les gouvernements nationaux, à force de systématiquement
envoyer pour représentants des gens qui ne sont pas parmi les plus influents à l'échelon national, les envoyer à l'échelon européen, à force de laisser une marge de manœuvre très réduite à l'Union européenne, et après de dire « vous voyez, ça ne marche pas », et de rapporter la faute sur eux. C'est un jeu très dangereux. Avant d'ouvrir l'échange avec vous, une dernière question. Vous étiez donc chercheur, et vous avez trouvé, ce qui forcément doit vous amener à vite aller chercher autre chose. Le chercheur trouve, mais il sait aussi que la plupart du temps il échoue, et puis de temps en temps de envie de rebondir. Quelque chose. Ah, et puis vous avez dû prendre des responsabilités que j'appellerais, par rapport à la transgression terrible, institutionnelle. Donc à l'école normale sup, à l'Institut Poincaré, est-ce que de temps en temps ce costume institutionnel, je ne parle pas de celui que vous portez vous pèse? Est-ce que vous avez toujours cette liberté de manœuvre, de parole, cette audace, dès lors que vous êtes directeur d'un institut mondialement connu? Ça vous oblige à des tas de choses. Le rôle institutionnel est toujours beaucoup plus contraint que le rôle scientifique. On sait d'ailleurs, pour revenir à Einstein, que ce qu'il a donné comme raison, quand on lui a proposé d'être président de l'État d'Israël, il a dit « si j'entre dans un poste comme ça, je me retrouverai fatalement obligé parfois d'avoir à soutenir des initiatives que je désapprouve ». Et on le sait, n'importe quel président est là, à un moment ou à un autre, à soutenir des projets qu'il désapprouve au fond de soi. Et Einstein disait « ça me serait insupportable ». Et donc, il a préféré décliner. Et même si ce n'est pas à l'échelle de président d'un État, bien sûr, directeur d'institut, si prestigieux soit-il, directeur d'institut, vous êtes obligé souvent de temporiser, de composer. Il faut faire attention aux tutelles, il faut faire attention aux troupes à l'Institut, les employés. Ramener dans le droit chemin ? Il faut ramener dans le droit chemin, mais aussi il faut expliquer, il faut consoler, il faut pousser, il faut encourager, il faut tout faire. Puis une équation à plusieurs facteurs. Équation à plusieurs facteurs, beaucoup plus de facteurs, et à la fois un rythme d'action au quotidien bien plus rapide. Directeur d'institut et des décisions parfois qu'il faut prendre le jour même, hop. Alors que dans la science, vous êtes tranquille, vous pouvez, même si vous prenez un mois de retard, à condition que le temps d'arrivée soit bon, c'est OK. Mais le temps d'action, pour vraiment voir les choses bouger, quand vous dirigez un institut, il est beaucoup plus lent, c'est sur des années. Quand j'ai pris le job, d'ailleurs, c'était, là pour le coup, c'était un peu une transgression, l'idée que je sois intéressé par le job de directeur de l'Institut Poincaré. C'était en 2009, hein, j'avais 36 ans, beaucoup trop jeune pour un directeur, normalement. Et la réaction des collègues... Oui, la réaction unanime des collègues, c'était « mais t'es fou, pourquoi tu fais ça ?» Enfin, pas unanime, mais pour la plupart. Comprenez pas. Qu'est-ce qui t'arrive? Ça, c'est le job qu'il faut faire quand on a 50 ans, mais pas 36, quoi. Et puis, il y en a quelques-uns qui comprenaient que je voyais ça comme un défi à relever, qui était intéressant, qui permettait aussi de travailler sur d'autres sphères, et en résonance avec le public, en résonance avec la société. Et je pensais, mais je vais faire un mandat, je vais faire mon devoir, un mandat, et puis après, je retournerai à mon laboratoire. Au bout du premier mandat, qu'est-ce que vous croyez qui arriva? Bien sûr, j'ai demandé un second mandat. C'était impossible. En un mandat, vous n'avez juste pas le temps de faire bouger les choses. 5 ans, c'est pas assez. Il m'a fallu 7 ans pour avoir la feuille de route complète avec le vrai grand projet de développement de l'Institut, les millions qu'il fallait avec pour... Et vous vous rendez compte que vous légitimez les politiques dans le même raisonnement. Mais oui, non mais 5 ans, c'est trop court pour un projet. Un vrai projet qui fait bouger les choses. Ça, je l'ai vu. Et au bout de 7 ans, j'avais la feuille de route complète et puis j'avais pu convaincre tout le monde, récupérer les millions. Et puis le projet, par exemple, on a fait le concours d'architecte pour la rénovation de l'extension de l'Institut Henri Poincaré. C'est en ce moment que ça se fait et ça va être l'événement, disons, qui va le plus transformer l'Institut depuis sa fondation. On prévoit un atterrissage en 2020. J'ai pris les rênes en 2009 et c'est en 2020 que la mission sera complétée. Vous ne prendrez pas le mandat jusqu'en 2020, rassurez-moi. Alors là, 2020, ça sera la fin. Ça sera la fin du mandat et il faudra trouver quelqu'un à qui passer la torche en disant « Allez, à toi la balle ». Un trentenaire. Voilà, idéalement un trentenaire. À vous. Alors j'aimerais que vous posiez une question et une seule et très courte, de manière à ce que nous puissions répondre rapidement également, Cédric. Voilà. Je crois qu'il n'y a pas de micro, mais par définition, on est dans un théâtre qui a été construit à l'époque où il n'y avait pas de sono.
Donc en utilisant votre respiration ventrale, vous devriez peut-être faire venir votre parole jusqu'ici. Ils nous font des gestes là-bas en régie, Allez. mais c'est pas clair. Qui souhaite s'exprimer? Alors, le cadre un peu imposant peut être intimidant pour la première question. Là-bas. Monsieur, merci, oui. Et si un micro vous parvient? Si vous pouviez rester debout, ça nous faciliterait les choses, vu d'ici. C'est terrible, hein, je vous en mets encore une couche, là. Hein. Pas de problème, je fais du sport. Merci. Cédric, voilà, du coup, Ah oui. vous faites faire un truc qui forcément... Ah, mais la posture physique est terrible. Cédric, est-ce que tu pourrais parler des récitants, c'est-à-dire des gens qui parlent, pas forcément en accord avec ce qu'ils disent et ce qu'ils lisent? C'est pas un problème majeur dans notre société? Tu parles, alors là j'ai reconnu un vieux camarade avec qui on a non seulement discuté de mathématiques, mais aussi organisé des débats. Tu veux parler de récitants dans le monde politique? Oui, parce que là, il y a un private joke que nous ne connaissons pas tous. Récitant dans tous les domaines, politiques en particulier, religieux aussi. Ceux qui énoncent Et une artistique parole, aussi. ceux qui annoncent une parole quasi officielle Oui. et dont les actes... Qui s'arc-boutent sur toujours les mêmes discours. D'accord. Alors, c'est D'ailleurs, à mon avis, une des causes du malaise actuel dans la société. C'est récitant, ça c'est vrai. J'aime bien quand je fais mon cours de théorie de l'information et j'explique aux gens la construction de l'entropie selon Shannon. C'est l'une des grandes constructions intellectuelles du XXe siècle, l'un des emblèmes de la société de la communication et de l'information actuelle. Et je leur explique, l'entropie, c'est ce qui mesure dans un langage ou dans un message la quantité de suspense qu'il y a a priori dans le langage et qui va être levé par quand on va déchiffrer le langage. Et je leur dis, quand, par exemple, vous avez un homme politique dont vous savez à l'avance ce qu'il va dire, l'entropie est très très basse. L'entropie, parce que aucun suspense. Aussi en fonction de la couleur politique, on sait quel sera le discours. Et les élèves comprennent tout de suite l'exemple. Dans le temps, le grand mathématicien, un grand mathématicien russe utilisé comme exemple pour expliquer ce concept d'entropie, il prenait un journal de l'organe officiel du parti communiste, c'était du temps de la Russie soviétique, et il disait à l'audience, je lis ici cet article, je vois que la première lettre est un S, qu'est-ce que vous pensez de la suite? Et les gens pouvaient tous réciter la première phrase, parce que ça commençait toujours pareil, selon les réalisations de notre grand parti ou quelque chose comme ça. Et il expliquait, vous voyez, l'entropie ici c'est 0. Tout ça, ça peut se comprimer en juste un seul caractère et ça contient la même quantité d'informations. Donc effectivement, il y a ce côté de récitation qui arrive très souvent dès qu'on a des institutions un peu en place. Alors tu cites les religions, tu cites les partis politiques. Il y a un paradoxe cependant, c'est que la plupart des religions et la plupart des partis politiques naissent d'une transgression, d'une révolution. Prenez Jésus, prenez Mahomet, prenez qui vous voulez, à chaque fois c'est une révolution, aussi bien sur le plan, parfois sur le plan intellectuel, sur le plan moral, sur le plan physique parfois. Et ces révolutions s'institutionnalisent ensuite et puis connaissent une période où elles se transforment en quelque chose qui est figé, ou du moins qui évolue beaucoup, beaucoup plus lentement. Et il y a des gens pour propager ça. Et puis parfois, on en voit qui redeviennent révolutionnaires dans ce contexte. Je crois qu'on peut dire que le pape actuel, par exemple, est dans une démarche révolutionnaire par rapport à son institution et pas du tout un récitant dans l'ensemble. Merci. Nous poursuivons. Ici, merci. Alors, une question très indiscrète. Vous êtes, pardon? Là, Voilà, si c'est possible de vous lever. Ici, là, voilà, c'est bon, je vous vois. Merci. Une question très indiscrète. Monsieur Cédric Villani, avez-vous le temps de lire autre chose que l'histoire de les performances de vos prestigieux prédécesseurs? On est dans le décloisonnement, là. On est dans le décloisonnement, là. Oui, par exemple, parmi les derniers ouvrages que j'ai lus, il y a cet ouvrage de Daniel Kahneman qui s'appelle Thinking Fast and Slow. Il doit y avoir un titre français, mais j'ai lu en version originale. Quand on peut, c'est toujours mieux.
un remarquable ouvrage qui vous parle de psychologie et d'économie cognitive, qui nous montre que chacun de tous nos actes qu'on croit dictés par la raison sont en fait dictés par des choses irrationnelles, par des émotions, qui nous parlent de manipulation, qui nous parlent de notre rapport à la vérité. Un ouvrage extrêmement dérangeant et qui m'a énormément marqué. J'en discutais avec une collègue il n'y a pas longtemps, une collègue mathématicienne qui m'a dit qu'elle avait arrêté de le lire après quelques chapitres tellement ça l'a dérangé. Mais je vous recommande ça, Dan Kahneman, Thinking Fast and Slow. C'est un exemple. Je rebondis sur cette question. Vous rencontrez donc des confrères dans le monde entier. Est-ce qu'effectivement ce nomadisme scientifique n'est pas une possibilité effectivement de montrer combien la loi ou la vérité ici ne l'est pas au-delà? Est-ce que désobéir, transgresser, c'est déjà savoir que d'autres ne pensent pas pareil? Vous avez cette chance d'avoir une communauté scientifique qui effectivement s'affranchit d'un certain nombre de normes et de barrières. Alors c'est les deux à la fois. À la fois avec la communauté scientifique, on a effectivement une communauté mondiale qui est réunie autour de certains idéaux et on se comprend toujours. Vous m'envoyez dans n'importe quelle région du monde, à l'université, je trouverai des collègues avec qui on partage des choses et avec qui le contact s'établira spontanément. Et je crois que je ne tiens pas le compte exact, mais j'ai dû visiter une 60aine de pays avec à chaque fois des atomes crochus forts avec les gens qui sont là. Donc à chaque fois on voit les coutumes, à chaque fois on voit comment les gens fonctionnent, on se fait sa propre idée. Et effectivement, on voit comment ces coutumes sont différentes. Le dernier, c'était la Tunisie. J'étais en début de semaine, là. J'étais à Tunis, j'étais à Sfax. J'ai pu visiter pas mal d'endroits, pas mal de coins, discuter avec les gens, faire des conférences, rencontrer les médias et tout ça. Très enrichissant. Donc, en même temps, il y a ces valeurs communes qui nous rassemblent. Et on a toujours un langage commun. Et en même temps, on est très conscient de la diversité des habitudes, des us et coutumes, des façons de penser aussi. Et je dirais c'est une chance extraordinaire pour ça dans le monde scientifique. Je dirais que c'est un des avantages qu'on a par rapport au débat public. Si le débat qui va porter sur, je sais pas, que ce soit sur la Tunisie, sur la Palestine, sur le Sénégal, sur ce que vous voulez, sur le Cameroun, sur l'Argentine, je peux dire, j'y ai été, je peux vous raconter, j'ai discuté avec les collègues, ils m'ont parlé de la façon dont ils ressentent l'histoire et tout ça. Et le point de vue que j'ai, c'est un point de vue que j'ai juste qui est venu de discussions directes avec les gens qui sont sur place. Désobéir ici, mais peut-être obéir là-bas. C'est assez intéressant de voir que les normes peuvent amener des différents degrés de transgression. Nous poursuivons. Oui, au 3. Ah, vous nous autorisez, le micro est déjà parti. Ensuite, nous serons au 3e rang. Oui, bonjour. Je vous demande de bien vouloir vous lever parce que nous ne voyons rien du tout. Merci. Oui. Qu'est-ce que vous pensez des algorithmes qui sont dans Google, Facebook et qui, franchement, ne nous entraînent pas tellement à désobéir et transgresser puisqu'ils nous entraînent dans des tunnels cognitifs? Voilà. Ça, c'est une remarque capitale. D'abord, Google, c'était une révolution aussi, c'était une belle révolution intellectuelle. Et j'utilise régulièrement l'exemple de la recherche par mots-clés de Google pour montrer comment la mathématique a transformé nos vies. Au départ, en termes techniques, le problème de l'algorithme de Google, qui s'appelait PageRank, c'était de trouver l'état stationnaire d'une marche aléatoire sur un graphe orienté. Et c'était les premiers, c'est joli, hein, ça sonne bien, c'est poétique. Bon. René Char serait jaloux. Ouais. Et c'était les premiers à penser qu'on pouvait utiliser cette méthode pour obtenir une recherche performante, en particulier à confier la recherche au hasard. Et ça a été le début de toute une aventure. Alors maintenant, ils utilisent des algorithmes beaucoup plus sophistiqués, mais au départ, c'était une vraie rupture mathématique en termes de point de vue. Et Facebook sont aussi des gens qui, avec une forte compétence mathématique, l'expert de l'intelligence artificielle de Facebook, Yann Lequin, qui est un Français, est l'un des spécialistes les plus reconnus mondialement en intelligence artificielle, et plus particulièrement dans les réseaux de neurones. Donc, et là aussi, derrière Yann Lequin, il y avait de la transgression. Par exemple,
c'est celui qui a cru au réseau de neurones pendant toute une traversée du désert où les gens n'y croyaient plus et qui a fini par montrer que finalement ça marchait. Et ça marchait très bien. Donc on a là derrière des attitudes qui ont été sans conteste en transgression, en rupture. Maintenant, par rapport à leurs usagers, comme pour n'importe quelle entreprise, leur intérêt, c'est d'avoir des usagers aussi prédictibles que possible et qui s'en remettent autant que possible aux algorithmes, qui laissent l'algorithme prendre autant que possible de choix par rapport à eux. C'est un problème qu'on voit par rapport à ces algorithmes de recherche, mais aussi par rapport à l'information, avec les journaux ou les médias qui s'ingénient à vous mâcher tout complètement, à vous livrer les analyses et qui correspondent à ce que vous avez envie d'entendre, avec la publicité personnalisée, pareil, où le rêve du publiciste moderne, c'est d'avoir la publicité qui arrive, qui est ciblée en fonction de l'utilisateur, pour lui donner à voir seulement ce qu'il a envie de voir. Et tout un ensemble de choses qui vous engagent dans un certain... qui vous encouragent au conformisme, à vous conformer à ce que vous avez déjà fait, à ce que votre groupe socio-professionnel fait. Le maximum, je pense, c'est peut-être... comment ça s'appelait, Google+, qui est sorti il y a quelques temps, on voyait les publicités, et c'était laisser l'information venir à vous avant même que vous vous posiez la question. L'idée que la machine va vous donner les réponses avant même que vous formuliez la question. Tout est écrit. Ça, c'est le sommet de l'avilissement pour le consommateur. On lui retire même l'idée qu'il va se poser les questions. On lui fournit la question et la réponse. Et c'est un vrai problème, et là, pour le coup, c'est à chacun de lutter, et en particulier à notre système éducatif de continuer à enseigner l'esprit critique et le doute. Esprit critique et doute, c'est des choses qu'il faut appliquer partout. Ça va être par rapport à tout ce qu'on entend sur les débats de société, par rapport aux questions de place de la religion, par rapport aux questions économiques. Et partout, il y a sans arrêt des choses qui sont affirmées de façon très péremptoire par des gens qui n'y connaissent rien ou par des gens dont on sait bien que leurs solutions ne sont pas les bonnes. C'est très important que les citoyens aient de l'esprit critique par rapport à ça. Et ça vaut aussi devant un écran d'ordinateur, et ça fait partie du rôle de l'éducation que d'apprendre ça. À jamais faire complètement confiance aux algorithmes et à tout ça. Il faudrait presque, pour piéger l'algorithme, faire en permanence des requêtes contradictoires. Alors, des requêtes contradictoires, on n'a pas intérêt on a intérêt à ce que l'algorithme fonctionne aussi bien que possible, simplement on a intérêt à le connaître. On a intérêt à faire des recherches avec différents systèmes. Par exemple, on sait que Google en France est largement dominant, mais si une partie déjà de la population se met à utiliser Bing, ce sera une bonne chose. Ou Quant, ou comment il s'appelle, DuckDuckGo, voilà, merci, qui a du mal à démarrer, mais bon, c'est bien de l'encourager, DuckDuckGo. Et parce qu'effectivement, il y a aussi un effet d'entraînement. Plus on utilise Google, plus Google s'améliore et plus on a envie d'utiliser Google. Alors, c'est bien de se forcer. Le projet, si on veut être éthique, sans aucun doute, c'est DuckDuckGo qu'il faut utiliser, mais pour l'instant, c'est pas du tout le plus performant. Le problème se pose un peu pour tout, parce que au niveau... Et c'est l'un des faits économiques les plus marquants du XXIe siècle. Dans le monde cyber, les géants sont tous, les plus établis sont tous américains. Quelques-uns commencent à émerger en Chine. Vous avez d'un côté Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. D'autre côté, les Alibaba, Tencent et quelques autres qui commencent à émerger en Chine grâce en partie au protectionnisme chinois. Et en Europe, rien. Surtout si nos mathématiciens vont aux États-Unis. Mais pas tant que ça. Alors Bull commence à émerger. OVH, parmi les hébergeurs, est aussi un nom qui essaie qui va se positionner, dont on peut attendre le développement, mais pour l'instant c'est très rare en Europe. Le problème n'est pas les mathématiciens. En Europe, on a des ressources mathématiques à plus savoir quoi en faire. J'exagère un peu en disant ça, mais il y en a de très bons, et la qualité de formation en Europe est sans conteste supérieure à celle qu'on a en États-Unis. Si on parle de contenu, la grande force des États-Unis, de la formation américaine, c'est d'enseigner et d'insuffler l'esprit d'entreprise, l'esprit d'audace.
Et d'ailleurs, l'amour de la transgression est enseigné dans les écoles américaines plus fortement que dans les écoles européennes. C'est tout. On vous dit sans arrêt, tout dans la société américaine vous dit désobéissez, think different, renverse l'autorité du maître et tout ça, alors que l'Europe s'est construite sur un schéma beaucoup plus traditionnel d'obéissance par rapport au maître. Le monde oriental s'est construit sur un schéma encore plus fort d'obéissance par rapport au maître, et au point de vue culturel, c'est un des grands défis du monde de la Chine et de la Corée, par exemple. Comment insuffler plus de volonté de transgression chez les jeunes scientifiques et plus de possibilités de renverser ce qu'a dit le maître. C'est presque contre-culturel. Oui. Nous allons prendre une dernière question. Monsieur, je crois, au 3e rang. Ou en haut. Allez, en haut pour une fois. Je regarde, il faudra que nous terminions vraiment à midi. Allez-y. Ça marche bon. Oui. J'avais lu il y a quelques années une interview de vous. Mettez le micro près de vos lèvres. Dans laquelle vous expliquiez l'importance qu'avait eu l'ouvrage de Saint-Exupéry, Le Petit Prince, dans votre construction entre guillemets d'étudiant et d'être humain. Est-ce que vous pouvez revenir sur cet ouvrage? Ça... Je serais gêné de tenter une analyse, parce que ça aurait un côté désacralisant, mais c'est un ouvrage qui m'a marqué, comme je pense qu'il a marqué beaucoup de monde. Pour moi, c'est l'ouvrage que le monde entier doit lire. C'est l'un des très très rares ouvrages français que vous êtes sûr de trouver n'importe où dans le monde. Chaque fois, partout où je vais toujours visiter une librairie, je passe du temps dans les rayonnages, et il y aura toujours la traduction du Petit Prince de Saint-Exupéry. Mais cette idée, je vais juste revenir sur l'idée qui est la scène que connaît tout le monde, l'apprivoisement du renard par le Petit Prince. L'idée qu'on va se mettre en situation de lien, en situation de danger, en situation d'exposition, avec le lien d'affection qui va se développer, et qu'on sait qu'on va à un moment en souffrir, en pleurer, mais qu'il faut quand même le faire. C'est une idée forte qui m'a marqué, et que j'ai pu expérimenter dans différents axes de ma vie. Et il y a le côté personnel, bien sûr. Il y a aussi le côté professionnel. On est obligé de se mettre en situation d'exposition quand on est scientifique pour avancer, et de se mettre en risque pour avancer et faire de belles choses. Et on sait qu'il y aura des déconvenus forcément, on sait qu'il y aura forcément de la souffrance, mais il faut le faire. Monsieur, nous terminons avec vous qui aviez demandé la parole. Vous avez répondu. Ok. Alors ici, peut-être la toute dernière. Oui. Je crois que c'était vous qui aviez levé la main depuis longtemps. Nous avions cru repérer. Si vous parlez fort, allons-y, vous serez le dernier la ou la dernière. Par rapport au titre du forum, est-ce que vous pensez que nous vivons une époque formidable et en quoi? Oui. Vivons-nous une époque formidable? Vivons-nous effectivement une époque formidable, et pourquoi? Moi, je trouve oui, et je suis très heureux de vivre dans cette époque. Une époque qui vient avec énormément d'incertitudes, énormément de peur. On sait bien, il y a le trouble géopolitique mondial qui est en train de s'établir, et là, c'est absolument partout. On a vu les États-Unis, vous avez peut-être vu qu'en Corée, en ce moment, ils ont des manifestations monstrueuses. Un peu partout en Europe, ça se passe mal. On regarde ça, on se dit, où est-ce que ça va bien? C'est pas très clair. Ça, c'est l'exercice auquel vous pouvez vous livrer. Quel est le pays actuellement qui marche bien, dans lequel le débat politique est à peu près serein ou bien constructif? Donc, une époque très troublée politiquement, une époque très troublé économiquement, bien sûr, avec les taux de chômage qu'on connaît toujours, avec l'incertitude sur l'avenir des métiers et tout ce qu'on veut. Une époque qui est troublée du point de vue écologique, environnemental, et c'est peut-être la menace la plus grave qu'on est en train actuellement de vivre. Donc, quand on regarde tout ça, on se dit « Waouh, c'est vertigineux ». Et en même temps, une époque avec énormément de possibles qui se mettent en place. On n'a jamais eu autant d'accès à l'information, de sources d'information et de sources d'émerveillement que maintenant.
On voit qu'il y a des choses extraordinaires qui se font en ce moment du point de vue scientifique. Les ondes gravitationnelles, c'est arrivé l'an dernier, c'est juste inouï. Je veux dire, quand les historiens des sciences regarderont ça dans un siècle, ils parleront de cet accomplissement comme de l'un des landmarks, l'un des points les plus marquants de l'histoire des sciences. Il y a les récentes avancées en génie génétique qui ouvrent un boulevard en termes de possibilités, en termes de problèmes éthiques aussi, bien sûr, en termes de complications scientifiques ou économiques, mais qui vont être passionnantes à n'en pas douter. Point de vue informatique, on arrive à faire des choses extraordinaires aussi. L'histoire de l'intelligence artificielle, avec le développement qu'on voit actuellement, c'est juste extraordinaire. En même temps, tout ça, c'est que des débuts. Et en même temps, pour que ce soit encore plus extraordinaire, c'est très clair. Il faut travailler de manière énorme sur la possibilité pour tout le monde de s'approprier ces découvertes, de les comprendre. Tout à l'heure, il était question des algorithmes qui ont tendance à faire le boulot pour nous, mais c'est un peu comme ça avec tout, et c'est le danger. Si on laisse la médecine s'occuper des choses sans se demander ce qu'on veut en termes médicaux, si on laisse l'informatique nous donner des solutions sans se demander comment ça fonctionne, si on laisse la politique aux politiques professionnelles en se disant qu'ils ont toute une organisation et tout ça, on court à la catastrophe. Il y a une citation qu'on voit régulièrement, je ne sais plus qui c'est, un célèbre scientifique et vulgarisateur qui disait on a les recettes pour le chaos les ingrédients pour le chaos qui sont actuellement en place, avec à la fois une société qui dépend énormément du progrès technologique et qui est très déconnectée de ce progrès technologique, en ce sens que le dialogue est difficile et que la technologie est d'abord très difficile à appréhender. Et quand vous dépendez de manière très importante de quelque chose que vous ne comprenez pas, c'est effectivement la recette pour la catastrophe. Alors pour parer cette catastrophe et justement rendre les choses intéressantes, c'est très clairement une question d'éducation, une question d'acculturation aux technologies, aux grands débats sociétaux. C'est ça la clé qui fera que l'époque sera passionnante plus que inquiétante. Et les débats comme celui qu'on est en train de faire, comme celui qui a lieu toute la journée, je pense, sont l'un des éléments qui aidera l'époque à être passionnante. Je vais y venir dans un instant. Alors pour boucler la boucle, je vous disais tout à l'heure ma nullité dans votre domaine. Puisqu'un scientifique adore Le Petit Prince, je peux vous dire que mon émerveillement littéraire est devant l'invention du zéro. Comme quoi, il y a un juste retour des choses. Je trouve que c'est une des inventions les plus extraordinaires. C'était beau le zéro, hein. Alors, il n'y a pas longtemps, à l'Institut Mittag-Leffler, en Suède, ils ont une très belle bibliothèque de livres anciens. Et je feuilletais une des plus anciennes éditions du Liber Abaci de Fibonacci, le premier livre qui a introduit le zéro en Europe, le zéro en Occident. Ça venait du monde arabophone. Oui. Ça venait de cet écosystème arabe et perse qui, à cette époque-là, était très en avance sur l'Europe. Le zéro avait commencé son chemin en Inde, apparemment. Il avait traversé à travers l'Asie, il était arrivé dans le Maghreb, et puis il a traversé la Méditerranée avec le livre de Fibonacci, qui décide de convaincre les autres qu'on a besoin de ce chiffre que les Arabes appelaient zéphyr. Et il introduit la notation zéro. Et il y a une ironie extraordinaire que moi-même j'ai apprise récemment, mais une ironie extraordinaire, c'est que tout vient du zéro en un sens. Ce mot zéphyr s'est transformé petit à petit en chiffre, exactement. On pense à chiffres comme 1, 2, 3, 4, etc. Mais dans le temps, c'était parce qu'il fallait argumenter que 0 était un chiffre, comme les autres, que finalement, par une forme de métonymie ou de synecdoque pour faire savant, le nom du 0 est devenu le nom qu'on donnait à tous les chiffres. C'est beau, hein ? Et c'est aussi le souffle, c'est merveilleux. Merci Cédric Villani. Merci.